Tu n'es qu'une distraction, Camille. Rien de plus, siffla Julien Laurent, son poing s'écrasant sur le visage de Camille Dubois. Dans la somptueuse villa des Laurent, en périphérie de Paris, le sol de marbre se tacha de sang alors que Camille s'effondrait, inconsciente. Julien, fils d'un milliardaire, la traîna jusqu'à sa voiture, la conduisit sur une route déserte, versa du vin sur elle pour feindre une ivresse fatale, et l'abandonna, convaincu qu'elle était liottondi morte. Mais ce qu'il ignorait, c'est que cette femme noire, méprisée et brisée, survivrait pour revenir bouleverser son monde. Cette haute histoire de trahison, de résilience et de justice vous captivera jusqu'à la révélation finale, où une identité cachée renversera tout. Cliquez sur s'abonner pour ne rien manquer et partagez dans les commentaires d'où vous regardez et à quel moment. Laissez-vous emporter par ce récit poignant. Dans une petite chambre d'étudiante au cœur du 20e arrondissement de Paris, Camille Dubois se tenait devant un miroir fêlé, ajustant une robe rouge écarlate que Julien Laurent lui avait offerte. À 22 ans, Camille était une étoile montante de l'école des beaux-arts, une étudiante en art vivant sur une bourse modeste, la seule femme noire de sa classe. Sa peau d'ébène brillait sous la lumière tamisée, mais ses yeux sombres trahissaient une lueur d'incertitude, un murmure d'insécurité ancré dans son passé difficile. Née dans une cité ouvrière de la banlieue parisienne, elle avait grandi entre les tours de béton et les regards méfiants, toujours consciente de sa différence. Mais ce soir, dans cette robe, elle se sentait presque invincible. Julien, l'héritier charismatique de l'empire immobilier Laurent, lui avait promis une soirée spéciale, une soirée qui, selon lui, changerait tout. « Tu es magnifique, Camille », dit Sophie Martin, sa meilleure amie, depuis le lit où elle feuilletonnait un magazine. Sophie, une Parisienne à la chevelure blonde et au sourire facile, avait toujours été son roc. Mais ce soir, sa voix portait une note d'inquiétude. « Tu es sûr de ce rendez-vous ? Julien, il est différent de nous. Sa famille, c'est un autre monde. » Camille éclata de rire, un son léger mais teinté de nervosité. « Sophie, arrête de t'inquiéter. Julien n'est pas comme les autres. Il m'aime. Il me l'a dit hier soir, au bord de la Seine. Il veut m'emmener dans sa villa ce soir, me présenter à ses proches, un jour. » Elle toucha le collier en argent qui pendait à son cou, un cadeau de Julien gravé d'un petit cœur. Ce bijou, si simple comparé à la richesse ostentatoire de sa famille, était pour elle une preuve d'amour. Les hommes comme lui ne se marient même pas avec des filles, comme nous, insista Sophie, ses yeux bleus scrutant son amie. Les Laurent, c'est l'élite. Ils vivent mis dans des palaces, pas dans des cités. Camille sentit une pointe de doute percer son cœur, mais elle la repoussa. Julien était différent. Depuis 6 mois, il l'avait charmée avec ses mots doux, ses regards intenses, ses promesses d'un avenir commun. Il l'avait emmenée dans des restaurants où un plat coûtait plus que le loyer de sa chambre. Il l'avait écoutée parler de ses rêves d'artiste, de ses toiles inspirées par les luttes des oubliés. Il lui avait dit qu'elle était unique, qu'elle était son inspiration. Comment pourrait-il la trahir ? Son téléphone vibra sur la table. Un message de Julien. « Je suis dehors, mais derrière quelque chose de beau. Ce soir était spécial. » Le cœur de Camille s'emballa. Elle enfila ses escarpins, embrassa Sophie sur la joue et murmura « Souhaite-moi bonne chance. » Sophie soupira. « Fais attention, d'accord ?» 28 minutes plus tard, Camille était assise à côté de Julien dans sa Maserati noire, filant à travers les rues illuminées de Paris. Les lumières de la ville dansaient sur son visage et elle ne pouvait s'empêcher de sourire. Julien, impeccablement vêtu d'un costume sur mesure, semblait étrangement silencieux. Ses mains serraient le volant et son regard évitait le sien. « On va où ?» demanda Camille, un peu déconcertée. « Je pensais qu'on dînait à Saint-Germain. » « Changement de plan, » répondit Julien, sa voix plate, presque froide. « Je veux qu'on soit seul, vraiment seul. »
Camille fronça les sourcils. Quelque chose dans son ton la fit frissonner, mais elle se força à sourire. Sophie l'avait rendue paranoïaque, voilà tout. Julien l'aimait, il l'avait prouvé 100 fois. La voiture s'arrêta devant une villa majestueuse en périphérie de Paris. Un chef-d'œuvre de pierre blanche entouré de jardins impeccables. Les Laurent possédaient des propriétés dans toute la France, mais celle-ci, disait Julien, était leur refuge privé. Camille sentit son cœur battre plus fort alors qu'il la guidait à l'intérieur. Le hall d'entrée était grandiose, avec des lustres en cristal et des sols de marbre poli. Mais quelque chose semblait trop parfait. Une bouteille de champagne trônait sur une table, des pétales de rose étaient éparpillés sur le sol menant à une chambre, et une musique douce flottait dans l'air. Pourtant, tout semblait calculé, comme une scène montée pour un spectacle. « Julien, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Camille, son instinct la mettant en garde. Avant qu'il ne puisse répondre, une voix féminine, tranchante comme une lame, coupa l'air. « Qui est-ce » Une jeune femme apparut dans l'embrasure de la porte de la chambre, vêtue d'une robe de créateur, un diamant scintillant à son doigt. Claire Beaumont, la fille d'un magnate de la finance, exsudait une arrogance froide. « C'est elle ta petite aventure ?» dit-elle, toisant Camille de haut en bas. Le monde de Camille vacilla. « Julien, c'est quoi ça ?» balbutia-t-elle, son cœur cognant dans sa poitrine. Julien éclata de rire, un son cruel qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. « Camille, je te présente Claire, ma fiancée. On se marie dans 3 mois. » Il versa du champagne dans un verre, son regard dénué de toute chaleur. « Tu ne pensais quand même pas qu'on avait un avenir, si ? Regarde-toi. Une fille de la banlieue. Une distraction amusante, rien de plus. » La rage et la douleur explosèrent dans la poitrine de Camille. « Tu m'as dit que tu m'aimais !» cria-t-elle, sa voix tremblante. « Tu m'as promis une vie ensemble !» Julien haussa les épaules, un sourire narquois sur les lèvres. « Et tu y as cru, c'est ce qui rend ça si pathétique. » Claire ricana, ajoutant « Franchement, Julien, une fille alors comme elle, tu m'avais promis de mettre fin à cette farce avant mon arrivée. » Camille sentit les larmes lui monter aux yeux, mais la colère l'emporta. Sans réfléchir, elle leva la main et gifla Julien de toutes ses forces. Le son résonna dans la pièce, et le temps sembla s'arrêter. Le visage de Julien se transforma, ses yeux s'assombrissant d'une fureur qu'elle n'avait jamais vue. « Tu oses de me toucher !» siffla-t-il, saisissant son bras avec une force brutale. Claire protesta faiblement. « Julien, arrête, laisse-la partir. » Mais quelque chose s'était brisé en lui. Des années de privilèges, de ne jamais entendre « non », de croire qu'il était au-dessus des lois, tout cela explosa en une violence incontrôlable. Son poing s'abattit sur le visage de Camille, un coup si violent qu'elle trébucha en arrière, sa tête heurtant le bord d'une table. La douleur éclata dans son crâne, et elle s'effondra sur le sol de marbre, du sang coulant de sa tempe. Julien ne s'arrêta pas. Il la frappa encore, à la poitrine, au visage, chaque coup ponctué de mots venimeux. « Tu n'es rien, une moins que rien !» Camille tenta de crier, mais sa voix se perdit dans un gargouillis de douleur. Le monde devint flou, les lustres au-dessus d'elle, tournoyant comme des étoiles mourantes. Claire, figée dans l'embrasure, murmura « Julien, stop !» Mais elle ne bougea pas, spectatrice passive de l'horreur. Camille sentit ses forces s'évanouir, son corps refusant de répondre. Alors que l'obscurité l'engloutissait, la dernière chose qu'elle entendit fut la voix de Julien, froide et détachée. « Tu n'es qu'une distraction, Camille. Rien de plus. » Mais ce que Julien ignorait, c'est que cette nuit ne marquerait pas la fin de Camille. Une femme brisée, laissée pour morte, se relèverait un jour pour faire tomber son empire. Si cette trahison vous révolte, abonnez-vous maintenant et partagez dans les commentaires d'où vous regardez cette histoire.
Laissez-vous emporter par ce récit de douleur, de résilience et de justice. Le prochain chapitre révélera comment Camille a survécu à l'impossible. Activez la cloche pour ne rien manquer. Le silence oppressant de la villa des Laurent enveloppait la pièce comme une chape de plomb. Sur le sol de marbre, Camille Dubois gisait immobile, son sang formant une flaque écarlate sous sa tête. Ses yeux clos, son souffle à peine perceptible, elle semblait déjà appartenir à un autre monde. Julien Laurent, le visage crispé par une rage froide, se tenait au-dessus d'elle, sa chemise tachée de gouttelettes rouges. Ses poings, encore serrés, tremblaient légèrement, comme s'il réalisait à peine l'ampleur de son acte. Claire Beaumont, figée dans l'embrasure de la porte, murmura d'une voix tremblante « Julien, qu'est-ce que tu as fait ?» Mais ces mots manquaient de conviction, comme si elle craignait autant sa colère que la scène devant elle. Julien ne répondit pas. Son regard, dur comme l'acier, passa de Camille à Claire. « Elle l'a cherché !» cracha-t-il, sa voix basse mais venimeuse. « Elle n'aurait jamais dû me défier. » Il s'agenouilla brièvement, posant 2 doigts sur le cou de Camille. Aucun pouls, ou du moins, c'est ce qu'il crut. « Elle est finie !» murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Claire. Un rictus tordit ses lèvres, un mélange de triomphe et de mépris. Une moins que rien de la banlieue. Qui s'en souciera? Sans un mot de plus, Julien se redressa, attrapa Camille par les bras et la traîna vers le hall d'entrée. Le frottement de ses talons sur le marbre résonnait dans la villa silencieuse. Claire, les mains plaquées sur sa bouche, le suivit à distance, ses yeux écarquillés d'horreur, mais incapable de détourner le regard. Julien chargea le corps inerte de Camille dans le coffre de sa Maserati noire, garé dans l'allée sombre de la propriété. Il claqua le coffre avec une brutalité mécanique, comme s'il refermait un chapitre insignifiant de sa vie. La nuit était profonde, sans lune, lorsque Julien prit la route. Les phares de la voiture perçaient à peine l'obscurité des chemins de campagne en périphérie de Paris. Il conduisit pendant 30 minutes, jusqu'à une route déserte bordée de champs et de broussailles. Là, il s'arrêta, ouvrit le coffre et tira Camille dehors, la laissant tomber lourdement sur le bas-côté. Son corps s'affaissa dans l'herbe humide, sa robe rouge déchirée, son visage marqué par les coups. Julien attrapa une bouteille de vin rouge dans la voiture, un cru coûteux, ironiquement choisi, et en versa sur Camille, trempant ses vêtements et ses cheveux. L'odeur âcre du vin se mêla à celle du sang séché. « Une ivrogne de plus », marmonna-t-il, convaincu que cette mise en scène masquerait son crime. Il remonta dans sa voiture et démarra en trombe, abandonnant Camille à la nuit. De retour à la villa, Julien appela son garde du corps, Victor, un homme massif au regard vide qui exécutait ses ordres sans poser de questions. « Nettoie tout », ordonna Julien, sa voix dénuée d'émotion. Le sang, les pétales, tout ce qui montre qu'elle était ici. Elle n'a jamais existé. Victor hocha la tête et se mit au travail, effaçant méthodiquement les traces de l'horreur qui venait de se produire. Julien, quant à lui, monta à l'étage, se changea et versa un verre de whisky, comme si rien ne s'était passé. Claire, toujours tremblante, murmura. « Et si quelqu'un la trouve ?» Julien la foudroya du regard. « Personne ne la cherchera, elle n'était rien. » Mais Julien se trompait. À Paris, Sophie Martin, la meilleure amie de Camille, tournait en rond dans leur petite chambre d'étudiante. Depuis que Camille était partie pour son rendez-vous, Sophie n'avait reçu aucun message, aucun appel. Son instinct hurlait que quelque chose n'allait pas. Julien, avec son charme trop parfait et ses promesses colis trop belles, lui avait toujours semblé suspect. À minuit, incapable de contenir son angoisse, Sophie attrapa son vélo et pédala à toute vitesse vers la villa des Laurent, suivant l'adresse que Camille lui avait donnée. Elle connaissait les risques,
Une fille comme elle, issue d'un milieu modeste, n'avait rien à faire dans le monde des Laurent. Mais Camille était sa sœur de cœur, et elle ne l'abandonnerait pas. Arrivée près de la villa, Sophie vit la Maserati de Julien s'éloigner à vive allure. Son cœur se serra. Elle suivit la direction de la voiture, pédalant à travers les routes sombres, ses poumons brûlant sous l'effort. Après ce qui lui sembla une éternité, elle aperçut une forme immobile sur le bas-côté d'une route isolée. Son souffle se coupa lorsqu'elle reconnut la robe rouge de Camille, trempée de vin et de sang. « Camille !» cria-t-elle, sautant de son vélo. Elle s'agenouilla à côté de son amie, terrifiée par son visage tuméfié et ses yeux clos. Elle posa une main tremblante sur sa poitrine. Un faible battement, presque imperceptible, lui redonna espoir. « Tiens bon, Camille, je suis là », murmura-t-elle, les larmes roulant sur ses joues. Sophie appela les urgences, mais elle savait que les Laurent avaient d'hommes des relations partout. Police, hôpitaux, médias. Elle ne pouvait pas risquer que Camille soit trouvée par les mauvaises personnes. Elle hissa son amie dans une brouette abandonnée près d'un champ, chaque mouvement lui arrachant un sanglot. Elle pédala jusqu'à un petit hôpital de banlieue, un endroit discret où travaillait le docteur Émile Moreau, un médecin connu de sa famille pour sa compassion. À l'arrivée, Sophie tambourina à la porte de service, suppliant « Aidez-la, je vous en prie, elle va mourir ». Le docteur Moreau, un homme d'une cinquantaine d'années, aux lunettes épaisses et au regard bienveillant, prit immédiatement la situation en main. Il installa Camille sur un brancard, son équipe travaillant à stabiliser son état. Fractures au visage, côte fêlée, commotion cérébrale. Ses blessures étaient ivistes et graves, mais elle était en vie. « C'est un miracle qu'elle respire encore », murmura Émile, ses mains expertes nettoyant le sang et le vin qui maculait son corps. Sophie, effondrée, raconta ce qu'elle savait. Julien, la villa, la route déserte. Le visage d'Émile s'assombrit. « Les Laurent, dit-il doucement. Ils contrôlent tout. Si elle reste ici, ils la trouveront. » Émile prit une décision qui allait changer le cours de l'histoire. « Nous devons la protéger, » déclara-t-il. Il rédigea un faux certificat de décès indiquant que Camille Dubois était morte d'une intoxication alcoolique. C'était un mensonge risqué, mais nécessaire. Il confia à Sophie. « Je vais dire qu'elle est décédée. Vous devez l'emmener loin d'ici. » Sophie, les yeux rougis, mais déterminée, hocha la tête. Avec l'aide d'un contact de sa famille, elle organisa le transfert de Camille vers Bruxelles sous une nouvelle identité, Amélie Ndiaye. Dans la nuit, enveloppée dans des couvertures, Camille fut transportée dans une camionnette discrète, à peine consciente, son corps brisé, mais son cœur battant encore. Alors que la camionnette s'éloignait dans l'obscurité, Sophie serra la main de son amie, murmurant « Tu vas survivre, Camille, et un jour, tu feras payer ce monstre. » Camille, à travers la brume de la douleur et des médicaments, ne répondit pas, mais une étincelle de détermination brûlait encore au fond d'elle. Julien avait cru l'effacer, mais il avait sous-estimé la force d'une femme qu'il avait laissée pour morte. Cette histoire de trahison et de survie vous donne des frissons? Abonnez-vous maintenant à notre chaîne pour ne pas manquer la suite. Partagez dans les commentaires d'où vous nous regardez et ce que vous ressentez face à cette horreur. Le prochain chapitre révèle comment Camille renaît de ses cendres. Activez la cloche pour être là à chaque instant. Sous la pluie fine de Bruxelles, une femme aux cheveux courts et aux lunettes à monture fine traversait la Grand Place, son écharpe rouge flottant dans le vent automnal. Personne n'aurait reconnu en elle Camille Dubois, la jeune étudiante laissée pour morte sur une route déserte de la périphérie parisienne. Sous son nouveau nom, Amélie Ndiaye, elle avait reconstruit sa vie, brique par brique, dans une ville où personne ne connaissait son passé.
mais dans ses yeux sombres, une flamme brûlait encore, un mélange de douleur, de rage et d'une détermination farouche à ne jamais se laisser briser à nouveau. Les premiers mois à Bruxelles avaient Yamchi été un cauchemar éveillé. Arrivée dans une camionnette clandestine, à peine consciente, Camille s'était réveillée dans un petit appartement prêté par un contact de Sophie, une bénévole d'une ONG pour les réfugiés. Son corps portait encore les stigmates de l'attaque de Julien, des cicatrices sur son visage, des côtes douloureuses à chaque respiration, un esprit hanté par le souvenir de sa voix cruelle. « Tu n'es rien ». Chaque regard dans le miroir lui rappelait sa vulnérabilité, sa différence, la seule femme noire dans un monde qui semblait toujours la rejeter. Mais Sophie, par des lettres codées, lui avait envoyé un message clair. « Vis, Camille, deviens plus forte qu'eux ». Amélie s'était inscrite à l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles, utilisant l'argent économisé par Sophie et l'aide de l'ONG. Ses premières toiles étaient rondes et sombres, des éclats de rouge et de noir, des visages brisés reflétant sa propre douleur. Mais au fil des mois, son art avait évolué. Elle peignait des scènes de lutte, des portraits de femmes marginalisées, des dénonciations silencieuses de l'injustice et du racisme. Ses œuvres, signées Amélie Ndiaye, attiraient Maoué l'attention. Une galeriste locale, Isabelle Dupont, avait repéré son talent lors d'une exposition étudiante. « Vous avez une voix », lui avait-elle dit, ses yeux brillants d'admiration. « Vos toiles parlent, elles crient. » Au fil des années, Amélie était devenue une figure montante dans le monde de l'art européen. Ses expositions, souvent accompagnées de débats sur l'égalité et la justice sociale, faisaient yeux et salles combles. Elle avait troqué ses longues tresses pour une coupe courte et audacieuse, porté des lunettes à monture fine pour dissimuler ses yeux perçants, ceux qui auraient pas pu trahir son passé. Elle parlait avec un accent légèrement belge, appris pour brouiller les pistes. Mais derrière cette façade soigneusement construite, Camille vivait toujours. Chaque nuit, elle rêvait de la villa des Laurent, du sang sur le marbre, du vin rouge qui collait à sa peau. Chaque matin, elle se réveillait avec une promesse. Un jour, elle ferait payer Julien Laurent. Bruxelles, avec ses rues pavées et ses cafés chaleureux, lui offrait un refuge, mais pas la paix. Amélie travaillait sans relâche, enchaînant les expositions et les conférences pour une ONG qui défendait les droits des migrants. Elle rencontrait des femmes comme elle, des âmes brisées par le rejet, la violence ou le pouvoir des puissants. Leurs histoires ravivaient sa propre douleur, mais elles alimentaient aussi sa détermination. Elle canalisait sa rage dans ses toiles, chacune étant un acte de résistance. Une œuvre, intitulée « L'ombre de la vérité », montrait une femme noire émergeant d'un champ de flammes, le regard fixé sur un horizon invisible. Les critiques y voyaient une métaphore de résilience. Pour Amélie, c'était un miroir de son âme. Un soir, alors qu'elle feuilletait un journal dans son petit appartement bruxellois, un article attira son attention. Julien Laurent, nouveau PDG de l'Empire immobilier. Laurent, au cœur d'un scandale. L'article détaillait des accusations de fraude financière, d'expropriations illégales de terres appartenant à des communautés pauvres et de pratiques discriminatoires contre les migrants. Le visage de Julien, toujours aussi arrogant, s'étalait en première page. Amélie sentit son cœur s'arrêter, puis battre à tout rompre. Les souvenirs affluèrent, son rire cruel, ses poings s'abattant sur elle, l'odeur du vin rouge sur sa robe déchirée. Elle serra le journal si fort que ses doigts blanchirent. « Il croit qu'il est intouchable », murmura-t-elle, seule dans l'obscurité. Mais quelque chose avait changé en elle. La jeune Camille, effrayée et brisée, n'existait plus. À sa place se tenait Amélie, une femme forgée dans la douleur, armée de talent et d'une volonté d'acier. Elle savait que retourner à Paris signifiait affronter ses démons, risquer que son passé soit découvert. Mais elle savait aussi que c'était inévitable. Julien avait cru l'effacer.
Elle lui prouverait qu'il avait créé un adversaire à sa mesure. Amélie contacta Sophie par un canal sécurisé, un numéro qu'elles utilisaient pour leurs rares échanges. « Il est temps », écrivit-elle simplement. Sophie, devenue journaliste d'investigation à Paris, répondit dans l'heure. « Je suis prête, on va le faire tomber. » Ensemble, elles commencèrent à rassembler des informations, des dossiers sur les malversations des Laurent, des témoignages de victimes de leurs abus. Amélie savait que ce n'était que le début, mais chaque pas la rapprochait de la justice qu'elle avait juré de réclamer. Dans son atelier, entourée de toiles inachevées, Amélie prit une profonde inspiration. Elle saisit un pinceau et commença une nouvelle œuvre, une silhouette de femme tenant une torche dans l'obscurité. Cette toile, elle le savait, serait son manifeste. Elle ne peignait pas pour oublier, elle peignait pour se souvenir, pour se préparer, pour revenir. La nuit bruxelloise enveloppait la ville, mais dans le cœur d'Amélie, une tempête se levait. Julien Laurent vivait sa vie de privilège, inconscient du retour imminent de la femme qu'il avait laissée pour morte. Une femme qui, loin de s'éteindre, était devenue une force qu'il ne pouvait imaginer. Quelle intensité dans cette renaissance! Si l'histoire d'Amélie vous touche, abonnez-vous maintenant pour suivre son combat. Dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez et ce que vous ressentez face à sa transformation. Le prochain chapitre vous montrera comment elle se prépare à affronter son bourreau. Activez la cloche pour ne rien manquer de ce récit bouleversant. Les lumières de Paris scintillaient comme des étoiles tombées du ciel. Mais pour Amélie Ndiaye, chaque coin de rue réveillait des souvenirs qu'elle avait tenté d'enterrer. Revenue dans la ville qui l'avait vue naître, grandir et presque mourir, elle foulait le sol parisien avec une assurance nouvelle, mais un cœur lourd de cicatrices. Sous son identité d'artiste et militante reconnue, Amélie était une étrangère dans sa propre ville. Ses cheveux courts, ses lunettes à monture fine et son allure sophistiquée dissimulaient la jeune Camille Dubois, celle que Julien Laurent avait cru effacer à jamais. Mais ce soir, dans une galerie d'art huppée du Marais, elle se tenait au bord d'un précipice, prête à affronter son passé. Amélie avait été invitée à Paris pour une exposition caritative, une vitrine pour ses toiles vibrantes qui dénonçaient les injustices raciales et sociales. Ces gaies œuvres, exposées sous des projecteurs éclatants, attiraient des foules d'amateurs d'art, de journalistes et de figures influentes. Mais ce n'était pas pour l'art qu'elle aurait été revenue. Sophie Martin, sa meilleure amie devenue journaliste d'investigation, l'avait convaincue que le moment était venu. Les Laurent, avec Julien, à la tête de leur empire immobilier, étaient l'homme dans la tourmente. Des accusations de fraude financière, d'expropriations illégales et de discrimination contre les communautés migrantes faisaient vite trembler leur façade de respectabilité. Sophie avait rassemblé des dossiers, des témoignages, des preuves, mais il manquait une voix, celle d'Amélie, pour donner vie à ces accusations. Dans un café discret de Belleville, quelques jours avant l'exposition, Sophie avait glissé une pile de documents à Amélie. « Voici tout ce que j'ai », murmura-t-elle, ses yeux bleus brillant d'une détermination féroce. « Contrats falsifiés, pots de vin, plaintes étouffées. Mais ce n'est pas assez pour les faire tomber. Il nous faut quelque chose de personnel, quelque chose qu'ils ne pourront nier. » Amélie feuilleta les pages, ses doigts tremblant légèrement. Elle savait ce que Sophie insinuait, son propre témoignage, l'histoire de cette nuit où Julien l'avait battue et abandonnée. « Je ne sais pas si je suis prête », avoua-t-elle, sa voix brisée par l'ombre de la peur. Sophie posa une main sur la sienne. « Tu es plus forte que lui, Amélie. Tu l'as toujours été. » La nuit de l'exposition, la galerie vibrait d'une énergie électrique. Les invités, vêtus de tenues élégantes, sirotèrent du champagne sous les plafonds ornés de fresques. Amélie, dans une robe noire épurée, se tenait près de sa toile vedette, l'ombre de la vérité,
une œuvre où une femme noire semblait défier un mur de flammes. Les critiques murmuraient leur admiration, mais Amélie gardait un sourire distant, ses yeux scrutant la foule. Puis, elle le vit. Julien Laurent, vêtu d'un costume sur mesure, un verre de vin à la main, riant avec un groupe d'investisseurs. Il n'avait pas changé, même arrogance, même assurance insolente. Son cœur s'emballa, un mélange de rage et de terreur. Il ne l'avait pas reconnu. Pas encore. Julien s'approcha de la toile d'Amélie, intrigué par l'attention qu'elle attirait. « Intéressant, » dit-il à un collègue, sa voix teintée de condescendance. « Une artiste militante, toujours les mêmes histoires de victimes, n'est-ce pas ?» Amélie sentit son sang bouillir, mais elle garda son calme, ajustant ses lunettes pour masquer le feu dans ses yeux. Elle s'avança, sa voix douce mais ferme. « Monsieur Laurent, je présume, merci d'apprécier mon travail. » Julien tourna la tête, son regard glissant sur elle sans la moindre lueur de reconnaissance. « Vous avez du talent, » dit-il, un sourire charmeur aux lèvres. « Mais l'art doit divertir, pas sermonner. Vous devriez essayer quelque chose de plus léger. » Chaque mot était comme une aiguille plantée dans le cœur d'Amélie. Elle se souvenait de ce sourire, de cette arrogance qui l'avait séduite autrefois, avant qu'il ne révèle sa véritable nature. « L'art doit dire la vérité, » répondit-elle, son ton glacial, surtout quand certains préfèrent tant l'enterrer. Julien haussa un sourcil, amusé. « Une idéaliste, » ricana-t-il. « Vous ne durerez pas longtemps dans ce monde. Tout a un prix, mademoiselle. »« Ndiaye, » répondit-elle, soutenant son regard. « Amélie Ndiaye, et je ne suis pas à vendre. » L'échange fut bref, mais il laissa Amélie tremblante. Elle s'éloigna, feignant de saluer un autre invité, mais son esprit était en ébullition. Julien ne l'avait pas reconnue, mais ses mots avaient de raviver une blessure, ancienne. Elle revoyait la villa, le sang sur le marbre, l'odeur du vin rouge sur sa peau. Pourtant, cette rencontre avait aussi renforcé sa détermination. Julien se croyait intouchable, mais il venait de lui offrir une arme, son arrogance. Pendant la soirée, il avait laissé échapper des détails sur un projet immobilier controversé, des terres expropriées dans les banlieues de Parisienne. Sophie, présente dans la foule, avait tout entendu. « On l'a », murmura-t-elle à Amélie avant de quitter la galerie, un enregistreur dissimulé dans sa poche. De retour dans son hôtel, Amélie s'assit devant une toile vierge, son pinceau suspendu dans l'air. Elle repensait à cette nuit, des années plus tôt, où elle avait failli mourir. Elle repensait à Sophie, à sa loyauté indéfectible, et au docteur Moreau, qui avait risqué sa carrière pour la sauver. Elle repensait à sa promesse, faire payer Julien. Les dossiers de Sophie, les mots imprudents de Julien, ses propres souvenirs, tout cela formait une mosaïque de justice en devenir. Elle posa son pinceau et écrivit un message à Sophie. « Prépare tout, on va le détruire. » Paris, la ville qui l'avait trahi, était désormais son champ de bataille. Julien Laurent continuait de parader, inconscient qu'une tempête approchait, portée par une femme qu'il croyait morte. Amélie ferma les yeux, son cœur battant au rythme d'une vengeance longtemps mûrie. Quel moment intense! Si cette rencontre vous a donné des frissons, abonnez-vous maintenant pour ne pas rater la suite. Partagez dans les commentaires d'où vous nous regardez et ce que vous pensez de la force d'Amélie. Le prochain chapitre plongera dans la bataille judiciaire qui ébranlera les Laurent. Activez la cloche pour être là à chaque instant. Le tribunal de Paris, un bâtiment imposant aux colonnes de pierre et aux couloirs résonnants de murmures, vibrait d'une tension palpable. À l'intérieur de la salle d'audience, les bancs étaient martés remplis de journalistes, de spectateurs et de victimes silencieuses des abus de pouvoir des Laurent. Amélie Ndiaye, vêtue d'un tailleur noir austère, se tenait droite devant la barre, ses lunettes à monture fine
masquant à peine le feu qui brûlait dans ses yeux. Sous cette apparence de militante et d'artiste reconnue, Camille Dubois attendait son moment. Elle était là pour faire tomber Julien Laurent et son père, Pierre, accusés de fraude financière, d'expropriations illégales et de discrimination systématique contre les communautés migrantes. Mais pour Amélie, ce procès était bien plus qu'une affaire publique. C'était une vengeance personnelle, longuement mûrie. La salle était silencieuse, sauf pour le bruissement des stylos des journalistes et le claquement occasionnel des talons sur le sol de marbre. Julien, assis à la table de la défense, affichait toujours son arrogance coutumière, son costume impeccablement coupé, contrastant avec l'atmosphère solennelle. À ses côtés, Pierre Laurent, le patriarche, observait la salle avec un regard glacial, comme s'il pouvait encore plier la justice à sa volonté. Amélie les observa, son cœur battant à un rythme régulier mais puissant. Chaque battement semblait murmurer « Tu ne m'as pas brisé ». Le procureur, un homme à la voix grave, appela Amélie à la barre. « Mademoiselle Ndiaye, vous êtes ici en tant que témoin clé. Pouvez-vous partager vos preuves concernant les pratiques illégales de la famille Laurent ?» Amélie prit une profonde inspiration, ses mains serrant un dossier épais. « Avec plaisir, » répondit-elle, sa voix claire et assurée, coupant l'air comme une lame. Elle commença par présenter des documents, contrats falsifiés, transferts bancaires, douteux, témoignages de familles expulsées de leurs terres par les projets immobiliers des Laurent. Chaque pièce était une flèche visant le cœur de leur empire. Mais ce fut lorsqu'elle aborda un incident spécifique que la salle retint son souffle. « Il y a des années, dit-elle, son ton devenant plus grave, une jeune femme a été brutalement attaquée dans la villa privée des Laurent, en périphérie de Paris. Elle a été battue, laissée pour morte sur une route déserte, son corps aspergé de vin pour faire croire à une overdose alcoolique. Cette femme était une étudiante, pleine de rêves, mais jugée insignifiante à cause de sa couleur de peau et de son origine modeste. Les murmures s'élevèrent dans la salle, les journalistes griffonnant frénétiquement. Julien se redressa sur son siège, ses yeux plissés. Quelque chose dans la voix d'Amélie, dans la précision de ses mots, semblait le troubler. Il murmura quelque chose à son avocat, qui secoua la tête. Amélie poursuivit, imperturbable. « Cette attaque n'a jamais été signalée officiellement. Les preuves ont été effacées, les témoins intimidés. Mais certaines vérités ne peuvent être enterrées. » Elle fit un signe et un projecteur s'alluma, affichant des images sur un écran, des photographies au médical d'une jeune femme au visage tuméfié, des côtes fracturées, des contusions sévères. Le rapport d'un médecin, le docteur Émile Moreau, détaillait les blessures, fractures faciales, hémorragie interne, commotion cérébrale. « Objection !» cria l'avocat de Julien, se levant d'un bond. « Ces allégations sont hors sujet et non pertinentes pour les accusations actuelles. » Le juge, une femme aux cheveux gris et au regard perçant, leva une main. « Rejeté. Cette preuve établit un schéma de comportement, une volonté systématique d'écraser les faibles pour protéger les puissants. Continuez, mademoiselle Ndiaye. » Amélie hocha la tête, son regard croisant brièvement celui de Julien. Pendant une fraction de seconde, elle vit une lueur de doute dans ses yeux, une fissure dans son masque d'arrogance. Il murmura à nouveau à son avocat, ses mains se crispant sur la table. Était-ce possible? Cette femme, avec son assurance froide et son éloquence, pouvait-elle être liée à cette nuit qu'il avait enfouie dans sa mémoire? Il secoua la tête, comme pour chasser une pensée absurde. Camille était morte, il en était certain, mais Amélie n'avait pas fini. Le docteur Émile Moreau, qui a soigné la victime, témoignera de la pression exercée sur lui pour falsifier les dossiers médicaux, dit-elle, sa voix gagnant en intensité. Les Laurent ont cru qu'ils pouvaient effacer cette femme, comme ils ont effacé tant d'autres vies.
Mais il se trompait. Elle présenta une déclaration écrite du docteur Moreau, décrivant comment il avait été menacé de perdre sa licence s'il parlait. La salle éclata en murmures, les flashs des caméras illuminant l'espace. Julien, pour la première fois, sembla perdre son aplomb. Il fixait Amélie, ses yeux cherchant quelque chose de familier dans son visage. La coupe de cheveux, les lunettes, la posture, tout était différent. Et pourtant, sa voix, cette intensité dans ses mots, il sentit un frisson le parcourir. « C'est ridicule », marmonna-t-il, mais sa voix manquait de conviction. Pierre Laurent, à ses côtés, restait impassible, mais ses doigts tapotaient nerveusement la table, trahissant son inquiétude. Amélie conclut son témoignage en posant le dossier sur la barre. « Ces crimes ne sont pas isolés », dit-elle, s'adressant directement au juge. « Ils font partie d'un système où les Laurent se croient au-dessus des lois, où ils écrasent quiconque ose se dresser contre eux. » Elle marqua une pause, son regard balayant la salle, puis se posant sur Julien. Mais certaines victimes refusent de rester silencieuses. Le silence qui suivit était assourdissant. Les journalistes se précipitèrent pour noter chaque mot. Les spectateurs échangeaient des regards choqués. Amélie quitta la barre, ses talons résonnant sur le sol, chaque pas un défi muet à Julien. Elle savait qu'elle venait de planter une graine de peur dans son esprit. Il doutait, il cherchait, et bientôt, il comprendrait. Dans les couloirs du tribunal, Sophie l'attendait, un sourire discret sur les lèvres. « Tu as été incroyable », murmura-t-elle, serrant la main d'Amélie. « Il commence à craquer. » Amélie hocha la tête, mais son cœur était lourd. Revoir Julien, entendre sa voix, ravivait la douleur de cette nuit maudite. Pourtant, chaque regard qu'elle lui lançait renforçait sa détermination. La justice était proche, et elle ne reculerait pas. Cette confrontation vous a donné des frissons ? Abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer la suite explosive. Dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez et ce que vous ressentez face à ce face-à-face. Le prochain chapitre révélera un secret qui fera trembler les Laurent. Activez la cloche pour ne rien rater. La salle d'audience du tribunal de Paris était une arène où le destin se jouait. Ce dernier jour du procès contre la famille Laurent, l'air semblait chargé d'électricité. Les journalistes serraient sur leurs stylos, les spectateurs retenaient leur souffle, et les flashs des caméras illuminaient les murs de pierre comme des éclairs. Amélie Ndiaye, debout devant la barre, était une figure de force implacable, son tailleur noir contrastant avec la lumière crue de la salle. Mais sous cette apparence d'artiste et militante, Camille Dubois brûlait d'une rage contenue, prête à déchaîner une tempête qui engloutirait Julien Laurent et son père, Pierre. Aujourd'hui, elle ne serait plus une ombre. Aujourd'hui, elle serait la vérité. Julien, assis à la table de la défense, tentait de maintenir son masque d'arrogance, mais des fissures apparaissaient. Depuis le témoignage d'Amélie, il était agité, ses yeux scrutant son visage avec une intensité croissante. Pierre Laurent, à ses côtés, restait impassible, mais ses mains crispées trahissaient une nervosité rare. La salle était suspendue aux lèvres d'Amélie, qui venait de présenter une série de preuves accablantes, des documents prouvant des fraudes financières, des témoignages de familles expropriées, des enregistrements de pots de vin. Mais ce n'était que le prélude. Le juge, une femme au regard d'acier, hocha la tête. « Mademoiselle Ndiaye, vous avez mentionné un crime personnel lié aux accusés. Veuillez préciser. » Amélie prit une profonde inspiration, son cœur battant comme un tambour de guerre. « Il y a des années, » commença-t-elle, sa voix résonnant dans le silence, une jeune femme a été attirée dans la villa des Laurent sous de faux prétextes. Elle croyait en l'amour, en des promesses d'avenir, mais elle a été trahie, battue jusqu'à perdre connaissance, traînée sur une route déserte, aspergée de vin
pour faire croire à une mort accidentelle. Cette femme, c'était moi. Un murmure choqué parcourut la salle. Julien se redressa, son visage blêmissant. Pierre murmura quelque chose à son avocat, qui se leva immédiatement. Objection. Ces allégations sont absurdes et non vérifiables. La victime dont elle parle est morte. Il existe un certificat de décès. Le juge le fit taire d'un geste. Continuez, mademoiselle Ondiaye. Amélie fixa Julien, ses yeux perçant les siens comme des lames. Vous pensiez m'avoir tué, monsieur Laurent. Vous m'avez laissé pour morte, croyant que personne ne chercherait une fille de la banlieue. Elle marqua une pause, puis, d'un geste lent et délibéré, ôta ses lunettes à monture fine, révélant ses yeux sombres, ceux que Julien avait autrefois prétendu aimer. Elle passa une main dans ses cheveux courts, comme pour libérer un poids. « Je suis Camille Dubois !» La salle explosa en exclamations. Les journalistes bondirent, les caméras clignotèrent frénétiquement. Julien se leva d'un bond, son visage déformé par un mélange de choc et de terreur. « Non, non, c'est impossible !» balbutia-t-il, sa voix tremblante. « Tu es morte, j'ai vu le certificat. » Amélie sourit, un sourire froid, presque cruel. Un certificat peut être falsifié quand on a assez d'argent. Mais la vérité, elle, ne meurt jamais. Elle se tourna vers le juge, sa voix gagnante en puissance. Cette nuit-là, Julien Laurent m'a battu jusqu'à ce que je perde connaissance. Il m'a traîné dans sa voiture, m'a abandonné sur une route déserte et a versé du vin sur moi pour faire croire à un accident. Il a ordonné à son garde du corps d'effacer les traces dans la villa. Mais j'ai survécu grâce à une amie qui m'a trouvé et à un médecin qui a risqué sa carrière pour me protéger. Amélie fit un signe et un technicien diffusa un enregistrement audio. La voix de Julien, captée lors de l'exposition dans le Marais, résonna dans la salle. « C'est au Quitter, en banlieue. On les prend et personne ne peut nous arrêter. Les pauvres n'ont pas de voix. » Puis, plus bas, mais clair, « Comme cette fille, il y a des années, une erreur qu'on a effacée. » La salle s'embrasa à nouveau. Julien s'effondra sur sa chaise, ses mains couvrant son visage. Pierre, pour la première fois, sembla perdre son sang-froid, criant à son avocat « Faites taire ça !» Cet enregistrement, poursuivit Amélie, prouve non seulement les crimes financiers des Laurent, mais aussi leur volonté d'écraser quiconque se dresse sur leur chemin. Ils ont cru que j'étais une victime facile, une femme noire de la banlieue, sans pouvoir ni voix. Ils se trompaient en... Elle se tourna vers Julien, sa voix devenant un murmure mortel. « Vous avez créé votre propre ennemi, Julien. Chaque coup que vous avez porté, chaque mensonge que vous avez proféré, m'a rendue plus forte. » Julien, tremblant, tenta de parler. « Je ne voulais pas. » Mais ces mots s'évanouirent sous le poids des regards dans la salle. L'avocat des Laurent, désespéré, cria « Ceci est une vendetta personnelle. Cette femme n'a aucune crédibilité. » Mais le juge, inflexible, répondit « Les preuves parlent d'elles-mêmes. Votre client a admis ses actes. Asseyez-vous. » Amélie posa une dernière pièce sur la table. Le témoignage écrit du docteur Émile Moreau, décrivant comment il avait falsifié le certificat de décès pour protéger Camille. Elle ajouta des photographies de médicales, des images de son corps brisé, prises cette nuit-là. La salle était désormais un chaos contrôlé, les journalistes hurlant des questions, les spectateurs pleurant ou applaudissant. Julien fixait Amélie, ses yeux écarquillés, comme s'il voyait un fantôme. Pierre, rouge de colère, tenta de se lever, mais un garde l'en empêcha. Amélie quitta la barre, ses pas résonnant comme un glas. Elle avait attendu des années pour ce moment, et pourtant, la victoire avait un goût doux amer. La douleur de cette nuit, la perte de son ancienne vie, tout cela pesait encore sur elle. Mais en voyant Julien s'effondrer, elle sut qu'elle avait gagné une bataille. La guerre, cependant, n'était pas finie. « Ce retournement vous a coupé le souffle ?»
Abonnez-vous maintenant pour découvrir la conclusion de ce combat pour la justice. Partagez dans les commentaires d'où vous regardez et ce que vous ressentez face à cette révélation. Le prochain chapitre dévoilera le verdict final. Activez la cloche pour ne rien rater. Le soleil couchant baignait Paris d'une lueur dorée, comme si la ville elle-même rendait hommage à une victoire longuement attendue. Quelques mois après le procès qui avait ébranlé la France, Julien Laurent et son père, Pierre, avaient tous été condamnés à de lourdes peines de prison. 20 ans pour Julien, pour fraude, corruption et agression, et 25 ans pour Pierre, dont les crimes, en tant que magnate de l'immobilier, avaient détruit et détruit des vies entières. L'Empire. Laurent, autrefois intouchable, s'était effondré sous le poids de la vérité. Mais pour Camille Dubois, qui avait repris son vrai nom après des années à se cacher sous l'identité d'Amélie Ndiaye, la justice n'était pas seulement un verdict, c'était une promesse tenue, un serment fait à elle-même et à ceux qui l'avaient sauvée. Dans une petite rue de la banlieue parisienne où elle avait grandi, Camille se tenait devant un bâtiment modeste, désormais transformé en une galerie d'art gratuite, le Centre du Bois. Les murs, autrefois délabrés, étaient maintenant ornés de toiles vibrantes, celles de Camille et celles de jeunes artistes issus des quartiers oubliés. Lors de l'inauguration, la foule était dense, des adolescents aux yeux brillants, des mères célibataires, des migrants cherchant un refuge dans l'art. Camille, vêtue d'une robe rouge écarlate, un clin d'œil à la robe qu'elle portait cette nuit fatidique, accueillit chaque visiteur avec un sourire chaleureux. « Bienvenue, dit-elle, sa voix résonnant d'une force nouvelle. Ici, vos histoires ont une voix. » Au centre de la galerie trônait sa dernière œuvre, Résurrection, une toile monumentale montrant une femme noire émergeant d'un océan de flammes, tenant une torche qui éclairait les visages d'une foule sans nom. Les critiques y voyaient un symbole d'espoir. Pour Camille, c'était son histoire, gravée dans chaque coup de pinceau. Sophie Martin, désormais une journaliste reconnue, se tenait à ses côtés, les yeux humides de fierté. « Tu l'as fait, Camille », murmura-t-elle, serrant sa main. À leur côté, le docteur Émile Moreau, ses cheveux grisonnants illuminés par les projecteurs, hocha la tête. « Vous avez transformé la douleur en lumière », dit-il doucement. Mais la journée n'était pas exempte de souvenirs amers. Quelques semaines plus tôt, un gardien de prison avait livré à Camille une lettre de Julien. Assise seule dans son atelier, elle l'avait ouverte, ses mains tremblant malgré elle. Les mots, écrits d'une écriture maladroite, étaient simples. « Camille, je ne peux effacer ce que j'ai fait. Je ne peux qu'espérer que tu me pardonnes un jour. Je suis désolé. » Camille avait fixé la lettre pendant de longues minutes, revoyant le visage de Julien dans la villa, son rictus cruel, ses poings s'abattant sur elle. Le pardon? Ce n'était pas à elle de l'offrir. Elle plia la lettre et la rangea dans un tiroir, choisissant de tourner la page. Julien passerait des années, derrière les barreaux, à contempler ses actes. Elle construirait un avenir. Ce soir-là, après l'inauguration, Camille marcha seule jusqu'au cimetière, où reposait sa mère, morte des années plus tôt dans la pauvreté de leur cité. Elle s'agenouilla devant la tombe, simple et usée, et posa un bouquet de roses rouges. « Maman, » murmura-t-elle, sa voix brisée par l'émotion, « j'ai tenu ma promesse, j'ai survécu, j'ai lutté, et maintenant je vais aider les autres à faire de même. » Les larmes coulèrent, mais elles étaient différentes cette fois, non pas de douleur, mais de soulagement, de libération. Le poids des années, de la peur, de la rage, semblait enfin s'alléger. Le Centre du Bois devint rapidement un phare pour les laissés pour compte. Chaque jour, Camille accueillait des jeunes artistes, des rêveurs comme elle l'avait été, leur offrant un espace pour créer, pour guérir. Elle organisait des ateliers gratuits, invitait des activistes et donnait des conférences
sur l'injustice raciale et sociale. Cette étoile, exposée à travers l'Europe, portait donc et désormais son vrai nom, Camille Dubois. Chaque signature était une déclaration de victoire, une affirmation qu'elle n'était plus une ombre. Dans les Russes de Paris, les journaux continuaient à de parler du procès, surnommé l'affaire Laurent. Les victimes des expropriations, des discriminations et des abus des Laurent commençaient à se faire entendre, inspirés par le courage de Camille. Sophie, dans un article publié dans un grand quotidien, écrivit « Camille Dubois n'a pas seulement fait tomber un empire, elle a montrer au monde que la justice, même retardée, finit toujours par triompher. » Alors que le soleil se couchait sur la banlieue, peignant le ciel de nuances d'or et de pourpre, Camille se tenait à l'entrée de sa galerie, regardant les visages des visiteurs. Ils étaient artéjeunes, vieux, noirs, blancs, riches, pauvres, tous unis par un désir de justice, d'espoir. Elle pensa à sa mère, à Sophie, à Émile, à tous ceux qui l'avaient aidé à survivre. Puis, elle pensa à Julien, enfermé dans une cellule, et à Pierre, dont l'empire s'était écroulé. Ils avaient cru la détruire. Ils avaient créé une force inarrêtable. Camille ferma les yeux, sentant la brise douce de la soirée. Elle n'était plus la fille brisée de la banlieue. Elle était Camille Dubois, une femme qui avait transformé la douleur en pouvoir, la trahison en triomphe. Et elle savait que son combat ne faisait que commencer. Quel finale incroyable! Si l'histoire de Camille vous a inspiré, abonnez-vous maintenant pour découvrir d'autres récits de résilience. Partagez dans les commentaires d'où vous regardez et ce que vous avez ressenti face à cette victoire. Merci d'avoir suivi cette saga épique. Restez connectés pour d'autres histoires puissantes et activez la cloche pour ne rien manquer. Le soleil couchant baignait Paris d'une lueur dorée, comme si la ville elle-même rendait hommage à une victoire longuement attendue. Quelques mois après le procès qui avait ébranlé la France, Julien Laurent et son père, Pierre, avaient été condamnés à de lourdes peines de prison. 20 ans pour Julien, pour fraude, corruption et agression, et 25 ans pour Pierre, dont les crimes en tant que magnate de l'immobilier avaient détruit des vies entières. L'empire Laurent, autrefois intouchable, s'était effondré sous le poids de la vérité. Mais pour Camille Dubois, qui avait repris son vrai nom après des années à se cacher sous l'identité d'Amélie Ndiaye, la justice n'était pas seulement un verdict, c'était une promesse tenue, un serment fait à elle-même et à ceux qui l'avaient sauvée. Dans une petite rue de la banlieue parisienne où elle avait grandi, Camille se tenait devant un bâtiment modeste, désormais transformé en une galerie d'art gratuite, le Centre du Bois. Les murs, autrefois délabrés, étaient maintenant ornés de toiles vibrantes, celles de Camille et celles de jeunes artistes issus des quartiers oubliés. Lors de l'inauguration, la foule était dense, des adolescents aux yeux brillants, des mères célibataires, des migrants cherchant un refuge dans l'art. Camille, vêtue d'une robe rouge écarlate, un clin d'œil à la robe qu'elle portait cette nuit fatidique, accueillit chaque visiteur avec un sourire chaleureux. « Bienvenue », dit-elle, sa voix résonnant d'une force nouvelle. « Ici, vos histoires ont une voix. » Au centre de la galerie trônait sa dernière œuvre, Résurrection, une toile monumentale montrant une femme noire, émergeant d'un océan de flammes, tenant une torche qui éclairait les visages d'une foule sans nom. Les critiques y voyaient un symbole d'espoir. Pour Camille, c'était son histoire, gravée dans chaque coup de pinceau. Sophie Martin, désormais une journaliste reconnue, se tenait à ses côtés, les yeux humides de fierté. « Tu l'as fait, Camille », murmura-t-elle, serrant sa main. À leur côté, le docteur Émile Moreau, ses cheveux grisonnants illuminés par les projecteurs, hocha la tête. « Vous avez transformé la douleur en lumière », dit-il doucement. Mais la journée n'était pas exempte de souvenirs amers. Quelques semaines plus tôt, un gardien de prison,
avait livré à Camille une lettre de Julien. Assise seule dans son atelier, elle l'avait ouverte, ses mains tremblant malgré elle. Les mots, écrits d'une écriture maladroite, étaient vente simple. « Camille, je ne peux effacer ce que j'ai fait. Je ne peux qu'espérer que tu me pardonnes un jour. Je suis désolé. » Camille avait fixé la lettre pendant de longues minutes, revoyant le visage de Julien dans la villa, son rictus cruel, ses poings s'abattant sur elle. Le pardon, ce n'était pas à elle de l'offrir. Elle plia la lettre et la rangea dans un tiroir, choisissant de tourner la page. Julien passerait des années, derrière les barreaux, à contempler ses actes. Elle construirait un avenir. Ce soir-là, après l'inauguration, Camille marcha seule jusqu'au cimetière, où reposait sa mère, morte des années plus tôt dans la pauvreté de leur cité. Elle s'agenouilla devant la tombe, simple et usée, et posa un bouquet de roses rouges. « Maman, » murmura-t-elle, sa voix brisée par l'émotion, « j'ai tenu ma promesse, j'ai survécu, j'ai lutté, et maintenant, je vais aider les autres à faire de même. » Les larmes coulèrent, mais elles étaient différentes cette fois. Non pas de douleur, mais de soulagement, de libération. Le poids des années, de la peur, de la rage, semblait enfin s'alléger. Le centre du bois devint rapidement un phare pour les laissés pour compte. Chaque jour, Camille accueillait des jeunes artistes, des rêveurs comme elle l'avait été, leur offrant un espace pour créer, pour guérir. Elle organisait des ateliers gratuits, invitait des activistes et donnait des conférences sur l'injustice raciale et sociale. Ses toiles, exposées à travers l'Europe, portaient désormais son vrai nom, Camille Dubois. Chaque signature était une déclaration de victoire, une affirmation qu'elle n'était plus une ombre. Dans les rues de Paris, les journaux continuaient de parler du procès, surnommé l'affaire Laurent. Les victimes des expropriations, des discriminations et des abus des Laurent commençaient à se faire entendre, inspirées par le courage de Camille. Sophie, dans un article publié dans un grand quotidien, écrivit « Camille Dubois n'a pas seulement fait tomber un empire, elle a montré au monde que la justice, même retardée, finit toujours par triompher. » Alors que le soleil se couchait sur la banlieue, peignant le ciel de nuances d'or et de pourpre, Camille se tenait à l'entrée de sa galerie, regardant les visages des visiteurs. Ils étaient d'hommes jeunes, vieux, noirs, blancs, riches, pauvres, tous unis par un désir de justice, d'espoir. Elle pensa à sa mère, à Sophie, à Émile, à tous ceux qui l'avaient aidé à survivre. Puis elle pensa à Julien, enfermé dans une cellule, et à Pierre, dont l'empire s'était écroulé. Ils avaient cru la détruire, ils avaient créé une force inarrêtable. Camille ferma les yeux, sentant la brise douce de la soirée. Elle n'était plus la fille brisée de la banlieue. Elle était Camille Dubois, une femme qui avait transformé la douleur en pouvoir, la trahison en triomphe. Et elle savait que son combat ne faisait que commencer. Quel finale incroyable! Si l'histoire de Camille vous a inspiré, abonnez-vous maintenant pour découvrir d'autres récits de résilience. Partagez dans les commentaires d'où vous regardez et ce que vous avez ressenti face à cette victoire. Merci d'avoir suivi cette saga épique. Restez connectés pour d'autres histoires puissantes et activez la cloche pour ne rien manquer. Quel voyage extraordinaire, de la trahison à la victoire. L'histoire de Camille Dubois, une femme brisée qui a transformé sa douleur en une force inarrêtable, nous rappelle que la justice, même retardée, triomphe toujours. Son courage face à l'injustice et à la discrimination inspire chacun de nous à se lever, à se battre et à croire en un avenir meilleur. Qu'avez-vous ressenti en suivant son combat? Partagez vos pensées dans les commentaires. Dites-nous d'où vous regardez et comment cette histoire vous a touché. Merci d'avoir vibré avec nous à chaque instant de ce récit puissant. Abonnez-vous, activez la cloche
et retrouvez-nous bientôt pour d'autres histoires qui célèbrent la résilience et l'espoir. À très vite.